Bonjour à tous, 149e numéro de notre émission Mont Blanc Live. Alors, c'est l'avant-dernière et on a décidé de revoir notre tout premier invité de la saison. Et c'était, tenez-vous bien, le 17 octobre dernier. Alors, avant de vous le présenter, on va faire un tour de table des chroniqueurs que vous connaissez tous évidemment. Chloé, bonjour. Bonjour. Bonjour également à Claire, bonjour, qui est présente. Et puis Greg, présent aussi sur le Bonjour. plateau. Merci. Alors, notre invité cultive donc une double passion, le ski et la mer. Allez, certains l'ont déjà reconnu. Il est installé à Chamonix, il dévale des couloirs de neige et pour cause, il est double champion du monde de ski freeride. Mais en été, on ne le trouve pas forcément à la montagne. De temps en temps, il est du côté de la mer en qualité de navigateur. Il est souvent du côté de la Bretagne, mais pas seulement. Nous accueillons donc Aurélien Ducrot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent, Aurélien Ducrot. Alors, voilà, nous en 9 mois, on a fait à peu près 140, 150 émissions. Et vous, qu'avez-vous fait en 9 mois, Aurélien Ducrot? Moi, en 9 mois, j'en ai fait peut-être un petit peu moins. Je crois que quand on s'est vu, c'était quelques semaines avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Je fais la Transat Jacques Vabre en IMOCA. Donc, c'était Le Havre, Salvador de Bahia au Brésil. Donc voilà, je crois qu'on est arrivé, je suis rentré du Brésil début décembre, et puis cette année on a eu de la chance, c'est qu'il y avait de la neige très très tôt et en quantité, et donc on a rattaqué le ski dès le 2, à l'ouverture des Grands Montets, et derrière il y a eu une saison de Chamline, beaucoup de développement de produits aussi de ski, de chaussures, avec Movement, mes différents partenaires, et voilà, une belle saison qui était assez incroyable quand même cet hiver, avec beaucoup de neige, alors très peu de beau temps, mais quand même avec de belles choses. Alors, les images et les voyages, on va regarder ça dans un instant. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Aurélien Ducrot, vous êtes assez rare maintenant, on va regarder des images. Vous aviez gagné pour la 4e fois l'Extrême de Verbier, c'était en 2015. Exactement. Regardons ces images. Vous avez le record sur l'Extrême de Verbier. On est donc sur la face du bec des Rosses et je vous laisse la suite commenter, puisque là, du coup, on voit votre niveau en qualité de double champion du monde de ski freeride. C'est ça. Alors 2015, ça faisait 2 ans moi, que j'avais arrêté ma carrière, et donc c'était un peu un retour à la compétition qui n'était pas forcément... c'est jamais simple de revenir d'un coup. Et voilà, ça c'était un saut qui n'avait jamais été fait sur la face, et qui cette année-là, les conditions faisaient qu'on pouvait y aller, donc j'en ai profité pour ouvrir une nouvelle ligne pour mon retour, mais aussi pour ma dernière à Verbier. Parce que c'était l'occasion du 20e anniversaire de l'Extrême de Verbier. 20e anniversaire de l'Extrême de Verbier, et ils avaient réinvité les anciens champions. Est-ce que le ski freeride, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas, on garde son niveau à vie? Non, je pense que ça s'oublie pas. Puis surtout, j'ai continué à côté, j'ai continué à faire d'autres choses, à développer des vidéos, des choses comme ça. Donc j'avais jamais arrêté de skier. Après, pour être très franc, quand j'étais au départ, j'étais vraiment pas en forme. Et heureusement que j'avais un très bon copain, Raine Barkered, un Suédois, qui lui courait encore, qui m'a bien aidé à me remotiver. Parce que quand tu te retrouves, ça fait 2 ans que tu t'es pas mis cette pression-là, ça fait quand même bizarre. Et voilà. Et d'ailleurs, on avait terminé 1 et 2 avec Raine. Donc et moi, quand j'étais en face, et quand dans le public, quand Aurélien est parti à cet endroit, tout le monde dit « il va où ?» Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais en plus, je partais d'Ossard 1, ils avaient tout fait en sorte pour que ce soit pas simple. et donc, mais ça s'est bien passé au final. Ça s'est bien passé. C'était en 2015. Bon, depuis la compétition terminée. Par contre, vous continuez le ski avec de nombreuses vidéos. Vous faites une série qu'on appelle Chamline. Oui, exactement. En fait, que j'ai arrêté en 2013 parce que le planning voile ski commençait à être très tendu avec les transats qui sont à l'automne et ainsi de suite. J'avais plus assez de temps pour me préparer physiquement, et donc j'ai décidé de changer. J'avais aussi envie de passer un peu plus de temps à la maison parce que j'ai 2 enfants et il fallait que je commence maintenant que je partais tout l'été plus tout l'hiver, ça faisait beaucoup, et donc voilà, on a l'avantage de vivre dans une région hallucinante, et j'ai créé Chamline, qui sont une web série des épisodes de 5-6 minutes à la découverte d'itinéraires qu'on a dans le massif du Mont Blanc. Et ça fait 5 années que ça dure, ça marche bien, et je prends beaucoup de plaisir à faire ça et à continuer à découvrir mes montagnes, quoi. Alors, l'épisode 1 de cette saison, c'était du côté de la Dent du Géant. Ouais, exactement, avec Alexandre Pitin et Luis Vellela. Louis, c'est un skieur qui vit côté italien et qui connaît cette ligne par cœur. Et moi, j'étais jamais allé, et donc c'est un peu lui qui nous a emmenés avec Alex, qui maîtrise le truc. Eh bien, regardez ce que ça donne en images. Chamline, saison 5, le premier épisode. Salut à tous, ça y est, c'est reparti, nouvelle saison de Chamline, premier épisode de la saison 5, avec moi Alex Pitin.
Ça n'a pas été simple cet hiver pour l'instant. Eh non, on n'a pas pu accéder à la haute montagne. Trop de vent, trop de neige. Voilà, il y a des années comme ça où c'est compliqué. Mais bon, cette fois-ci on est versant sud de la chaîne du Mont Blanc. Alors on a pris un local de l'étape, ici c'est son jardin. Et il nous emmène aujourd'hui, il va nous décrire la ligne. Louis est là. Salut à tous, donc la ligne c'est 1000 mètres dans la face sud de la Dent du Géant, sud-ouest. 1000 mètres jusqu'au Marbré, 3000 jusqu'à la vallée. Ça c'est bon ça, bien freeride. Et la montée elle est derrière nous. Un peu de grappette dans les cailloux et c'est parti pour une belle ligne bien freeride. Ciao ciao. T'en bouge pas. Je nettoie un peu la neige. C'est ça que j'aime bien avec Alex. Juste à gauche il y avait un peu de neige pour monter tranquille. Alors, jamais si on tombe sur un four à cristaux, c'est ça? C'est pour parfaire ta technique. Ouais, ça va être canon. Ça y est, on est sur la gencive de la Dent du Géant. Regardez-moi ce décor de malade. Chimline, Aurélien Ducrot. Du coup, ces différentes faces que vous avez montrées en vidéo depuis 5 saisons, pour certaines, ça devient des classiques. Il y a des choses qui ont été refaites derrière. Ouais, alors il y a des lignes que nous aussi on a refait, qui avaient déjà été faites plusieurs fois, mais qui étaient des endroits où vraiment j'avais envie d'aller, où j'avais pas encore mis les skis. Puis il y a quelques lignes qu'on a ouvertes qui étaient nouvelles. Et pour le coup, c'est assez drôle parce que je vois dans la saison, hop, je repasse dessous et je vois de nouvelles traces dedans. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens au final qui suivent vachement et puis des personnes qui y vont. Donc vous avez inspiré quelques personnes. Donc ouais, je pense que ça devient un petit topo vidéo en fait pour les gens. Et donc c'est vrai que t'as pas mal d'infos sur les lignes et puis c'est pas comme un bouquin ou machin, d'un coup tu vois exactement entre guillemets ce que tu vas voir, donc c'est... Et comment se fait le choix justement des personnes qui viennent avec vous? Et justement les lignes elles sont choisies en fonction des partenaires qui viennent sur les épisodes de Chimline ou qui dit j'aimerais bien faire ça, ou comment ça se passe? Alors les lignes d'abord elles sont surtout choisies en fonction des conditions. Parce que voilà, c'est la première chose. Il y a plein de lignes que j'aimerais faire, que pour l'instant j'ai jamais pu faire, d'autres que j'avais planifiées, puis finalement c'était pas bon. Donc ça se fait un peu vraiment en fonction des conditions. Et puis après, les invités, c'est un peu, voilà, c'est des gens assez proches de moi, des gens expérimentés aussi. Donc c'est souvent un pro-rider un peu invité. Et il y a quasiment tout le temps un guide de haute montagne aussi qui est là. Et donc que ce soit Alex, que ce soit Tony Lamiche, enfin bref, il y en a quelques-uns qui sont passés dans le truc. Non, Greg, toi comme moi, nous ne serons pas invités, nous ne sommes pas des pro-riders. Aucune chance. Moi, je ne me suis pas posé la question, je savais que j'étais éliminée dès le départ. Allez, autre épisode, c'était donc le 4e épisode de cette saison 5, c'était du côté de l'Aiguille d'Argentière. Oui, le couloir Barbet, ce sommet de l'Aiguille d'Argentière avec Mathis Dumas. C'était une belle journée, donc monté au sommet de l'Aiguille d'Argentière, redescendu face est de l'Aiguille d'Argentière, que c'est ce couloir Barbet. Et puis après, il faut remonter, ça fait une bonne journée, cette ligne-là. Il faut remonter au col du Chardonnay pour rentrer. Une bonne journée avec Aurélien Ducrot, ça donne ça. Et voilà, on y est. Sommet de l'Aiguille d'Argentière. Magique. Les conditions ont l'air belles. Donc on va essayer de trouver l'entrée. Là. Et ben voilà, ça y est, on est au pied du couloir Barbet, ligne de dingue, 700 mètres, vous pouvez voir là au-dessus,
C'est splendide, maintenant la journée elle n'est pas terminée. On remonte au col du Chardonnay. Voilà, donc là il faut refaire tout le tour de l'aiguille d'Argentière, monter au col du Chardonnay pour basculer de l'autre côté. Mais ouais, j'espère que ça vous a plu, c'est une sacrée balade. Aiguille d'Argentière, descendre de l'autre côté, on remonte. Un peu jour blanc, mais. Bon Mathis. Alors Aurélien, on vient de le voir, vous sous-titrez tous vos épisodes en anglais. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup de public étranger justement pour cette web-série ? Il y a pas mal de publics étrangers et elle est diffusée bien sûr sur les réseaux sociaux, mais aussi sur pas mal de sites un peu partout en Europe, que ce soit en Allemagne, en Norvège, en Suède ou aux États-Unis aussi. Et donc voilà, donc tout a été sous-titré en anglais pour ça. Ouais. Grosse promo quand même pour le massif du Mont Blanc et la vallée de Chamonix, du coup, mais maintenant ça vous a aussi donné l'idée de voyager, d'aller emmener Chamline à l'étranger vous-même. Ouais, effectivement, en fait les 3 premières saisons étaient vraiment 100% Chamonix. Et puis après, voilà, je suis un peu un globe-trotter, hein, j'ai toujours voyagé et 3 ans un peu pas enfermé chez moi parce que c'est extraordinaire, mais j'avais envie de bouger un petit peu et donc on a créé Chamline Travel et pour pouvoir partir dans d'autres dans d'autres pays, découvrir des régions, d'autres endroits qui sont quand même assez dingues à skier, quoi. En Italie, les Dolomites par exemple ? Exactement, c'est les Dolomites, ça faisait des années que tout le monde m'en parlait. J'y étais jamais allé, donc j'en ai profité cet hiver. Il y a des belles conditions là-bas pour aller faire quelques couloirs mythiques des Dolomites. Un petit couloir époustouflant avec Aurélien Ducrot. Et voilà, salut à tous, bienvenue dans les Dolomites pour un nouvel épisode de Chamline Travel. Une destination incroyable pour le freeride, des couloirs dans tous les sens. Et avec moi pour découvrir tout ça, Monsieur Gury, voilà, grand frère aidant, on va pas le présenter, hein. Vainqueur d'Extrême de Verbier en 2013, bref, avec qui on a couru pendant longtemps. Et puis avec nous un rider italien, Chanti Cipolloli. Et voilà, qui va nous faire découvrir. Alors Chanti, il est de Cervinia et il aime bien venir ici régulièrement. Allez hop, on va vous faire découvrir ça. Ciao, ciao. Et ça, c'est les pots qui glissent le plus vite du marché. Ah, ça a l'air beau, hein. 1, 2, 3. Ah yes. C'est bien, Ah, ça fait je plaisir. prends la ligne. C'est chaud? Ouais. Gaz. Ok, feu. Il y a une rigolo. Wow. Merci. Aurélien Ducrot, donc amoureux de Chamonix, mais pas seulement. On a revu les images là des Dolomites et vous nous disiez que c'est un truc de dingue là-bas. Hein. Ouais, c'est très différent, c'est un massif très différent. Là, quand on arrive à Port-d'Oeil, c'est un téléphérique qui nous monte sur un grand plateau. Et ça fait une espèce d'immense rond. Et de ce plateau-là descend plus de 70 couloirs, je crois, quelque chose comme ça, dans tous les secteurs. Donc c'est accessible pour nous ou pas? Ouais, il y a des choses très... Non, mais c'est vrai, il y a des choses, il y a plein de couloirs très faciles à faire. C'est pour commencer le ski de couloir, c'est un bon endroit, c'est un bon spot. Bon, Chamline va continuer l'an prochain? Chamline va continuer, je pense, ouais. Ouais. Tout n'est pas calé, mais oui, il y a de fortes chances que ça continue et de manière peut-être un petit peu différente. J'aimerais passer un peu plus de temps en montagne, des nuits dans les refuges, aller visiter aussi toutes ces cabanes qu'on a dans nos montagnes. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de lignes à découvrir? Oh ouais, il y en a des tonnes. Chez nous, il faudrait plus d'une vie pour y aller. On en est en 5 saisons, on doit être à une trentaine de lignes, je pense, de fait, mais il y en a des milliers en fait. Allez. Et d'une année sur l'autre, c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Voilà. Allez, quand Aurélien Ducrot ne fait pas du ski, qu'est-ce qu'il fait l'été? Eh bien, il navigue. On va voir ça avec Greg. Ouais, il ne navigue pas uniquement en Bretagne d'ailleurs. Aurélien a eu la chance là, de naviguer très très près de Chamonix. Ouais. Sur le lac Léman, c'était la 80e édition du Bol d'Or Mirabeau. Donc c'était le 9 juin dernier. Il y a plus de 550 bateaux qui font une régate sur un bassin fermé, le lac Léman. Et quel bassin, quel plan d'eau, parce que c'est départ de Genève,
traverser tout le lac. L'ensemble du lac et revenir. L'ensemble du lac et retour, ça fait un parcours de 123 km, donc 66,5 milles nautiques. Et on va aller sur le bateau sur lequel Aurélien était. Comment ce premier bol d'or? C'est parti, premier bol d'or, pas de vent. Mais bon, ça va venir dans la journée il paraît. Ouais, non, c'est cool, c'est un bel événement, il y a beaucoup de bateaux, c'est assez impressionnant. Et voilà. C'est quoi? C'est combien de bateaux? À peu près 500 bateaux je crois sur la ligne de départ. Donc ça fait du monde à éviter. Alors Aurélien, une course avec pas de vent, 559 bateaux, il y avait 559 inscrits, et vous arrivez de nuit. Ça a été long? Ouais, ça a été très long, effectivement. Alors déjà, on a la chance, nous, de naviguer sur les bateaux les plus rapides. Enfin, moi, c'est les D35 qui sont des catamarans complètement hallucinants, parce que même quand il n'y a vraiment pas de vent, on voit ça avance un petit peu quand même. Tu arrives quand même à avancer un minimum. On termine 8e de ce bol d'or. En combien de temps? Vous avez navigué combien de temps? 14 heures, quelque chose comme ça. Et le record avec ce bateau-là est de 5 heures et quelques minutes. Oui. Donc c'était vraiment une année particulière avec très peu de vent. Mais stratégique du coup? Ouais, hyper stratégique. Et puis surtout, en fait, c'est jamais fini. Tu peux avoir 2 heures de retard à un moment. Et puis, ou 2 heures d'avance. Puis finalement, c'est le dernier qui va gagner. Donc on est arrivé sur la ligne d'arrivée à Genève de nuit. Il n'y avait plus un souffle de vent, et puis le bateau qui était en tête s'est arrêté à 20 mètres de la ligne, il n'est jamais reparti, il termine dernier, enfin un drame. Et donc c'est assez hallucinant, mais en tout cas c'est une chance de pouvoir faire ce projet-là. Donc je fais toute la saison en D35. Donc il y a le bol d'or, mais il y a plein d'autres courses et puis des régates tous les 15 jours en fait. Et une équipe suisse, Swisscom, m'a proposé de naviguer avec eux cet été. Je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais arrêter les allers-retours en Bretagne cet été et rester dans ma région et naviguer sur ce lac où c'est quand même magique parce que c'est un décor juste hallucinant. Le plaisir de naviguer dans l'eau douce aussi, c'est quand même pas mal. Donc voilà, sur des belles machines. Justement, naviguer sur un lac, ça change quoi par rapport à naviguer en mer, et qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que ça peut vous servir pour le Vendée Globe que vous voulez faire? Alors, t'apprends à naviguer dans le petit temps et être patient. T'apprends à jouer aux cartes. Non, je suis pas sûr que ça puisse me servir. Non. Après, les bateaux sont des super bateaux. Techniquement, t'apprends des choses en permanence. On fait beaucoup de petites régates. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et après voilà, ça reste très différent. Il n'y a pas les courants, il n'y a pas ces choses-là. Donc c'est différent, mais c'est hyper sympa, c'est hyper beau et les bateaux sont chouettes. Est-ce qu'un jour la voile pourrait prendre le dessus sur le ski? Y a des chances. Mais alors, en tout cas, j'aimerais pas que ça prenne le dessus, mais c'est vrai que voilà, j'ambitionne de gros projets en voile. Et forcément, si ces gros projets partent, ça va prendre beaucoup de temps sur l'année. Mais l'avantage quand même, c'est que décembre, janvier, février, mars, les bateaux sont souvent au hangar. Et ça tombe bien pour la saison d'hiver. Parlons un peu de ce gros projet. C'est quoi? C'est le Vendée Globe. Hein. C'est un projet que vous tenez depuis des années, qui vous tient à cœur. Et du coup, vous en êtes tout de ce projet. Là, il y a quoi, une pause cet été? Vous travaillez moins dessus cet été? Comment ça fonctionne? Non, je travaille à fond dessus cet été. Non. La première chose, moi, au final, ça fait pas
si longtemps que ça que je fais du bateau. Donc la première chose qu'il fallait construire, c'était la crédibilité sportive, ce qui a été fait. J'ai fait ma première transat sur les IMOCA, qui sont les bateaux du Vendée Globe, l'automne dernier. Donc voilà, maintenant je suis, je dirais, apte à y participer. Maintenant, voilà, c'est des très gros projets, des très gros budgets aussi. Donc je prends du temps justement cet été pour chercher ces budgets-là. Et pour chercher le bateau également déjà ? Et ouais, mais il va falloir que je trouve un peu de budget pour acheter le bateau, parce que ma banque n'est pas d'accord. donc voilà, mais non, oui, c'est un projet qui me tient à cœur, qui ne me lâche pas. C'est très compliqué, c'est pas simple, mais voilà, j'y crois à fond, ça me motive et voilà, ça serait chouette d'avoir un bateau au Savoyard au départ du prochain Vendée. En 2020. 2020. Ouais, le départ est en 2020 et l'idée serait de pouvoir faire la Transat Jacques Vabre avec le bateau c'est l'année décembre prochaine 2020, en 2019. C'est ça, c'est toujours au mois de décembre 2020. Ouais, c'est novembre 2020. Novembre 2020. Voilà, exactement. Et pour un petit tour du monde, quoi. Donc ça serait chouette. Donc voilà, on est à fond dessus et j'espère que ça va avancer assez vite. On croise les doigts pour vous alors. On croise les doigts. Allez, Aurélien Ducrot. La paix est lancée ici. Ouais, oui, non, forcément. C'est un gros budget. J'en profite un peu, je m'excuse. Il faut bien. Allez, on reste dans votre vallée, Aurélien Ducrot. Pour partir en montagne, on revient à la montagne, il faut du matos, les piolets, les crampons. Et bien, on voit ça avec Chloé. Alors moi, je vous propose une visite de l'entreprise Simon, qui est implantée aux Ouches depuis 150 ans, un savoir-faire connu et reconnu dans l'univers de la montagne, et notamment dans la fabrication de mousquetons. Près d'1 million de ces petites pièces indispensables aux grimpeurs sortent de l'usine chaque année. Un reportage de Mélissa Berthaud. Simon existe depuis 1860. Et originellement, c'était des forgerons. On fabriquait ensuite les premiers matériels d'escalade et d'alpinisme, avec des piolets, ensuite des crampons, et ensuite des mousquetons, des appareils d'assurage. En gros, on fait ici aux Ouches tout ce qui est métal. C'est le mousqueton qui représente les plus gros volumes de ce que l'on fait ici à l'usine aux Ouches. Ici, c'est le stockage de toutes les matières premières. Donc vous allez avoir à la fois des tubes d'aluminium avec lesquels on va fabriquer les mousquetons. Ici, les barres d'aluminium sont mises dans un chargeur. On va les couper et ensuite on va les cintrer. Ensuite, elles vont être découpées et estampées pour pouvoir donner toute la forme finale, à partir de laquelle on va pouvoir monter le mousqueton. En fin de compte, aujourd'hui, qui achète nos mousquetons, ce sont des grimpeurs qui vont les utiliser, que ce soit en falaise, en grande voie, en montagne, en cascade de glace. Donc sur tout type de terrain. Pour le mousqueton, on va avoir besoin d'associer 5 éléments. L'association de tout ça va nous faire un joli mousqueton. Voilà. Et maintenant, il faut sertir les rivets. Donc écraser chaque rivet pour fixer le doigt définitivement au corps du mousqueton. C'est le poste où on va vérifier tous les mousquetons. Donc on va vérifier si l'ouverture du mousqueton est bonne ou pas. Et un dernier contrôle visuel sur l'ensemble du mousqueton. Et ici, maintenant, on va étiqueter les mousquetons et on va surtout rajouter ce qui est obligatoire, c'est la notice. S'il n'y a qu'une seule priorité à retenir dans notre métier, c'est la sécurité. Un contrôle n'est jamais inutile. On a la chance d'être au cœur des montagnes et au milieu des pratiquants depuis plus de 150 ans. Et ça, cette chance, il faut vraiment la préserver et la développer. Et je trouve que ça fait beaucoup de sens de partir de la barre de métal pour aller jusqu'au produit fini dans un espace très concentré qui est la vallée du Mont Blanc. Et quand on ne sait pas faire, avec des sous-traitants qui sont à une vingtaine de kilomètres. Donc ça a beaucoup de sens. Alors l'entreprise Simon poursuit son développement et devrait même déménager pour s'agrandir en 2019-2020, toujours dans le Valais de Chamonix pour rester évidemment au cœur de la pratique. Aurélien, une entreprise que vous connaissez bien, forcément. Oui, bien sûr, on utilise depuis des années, entre guillemets, c'est tout ce qu'ils fabriquent, les mousquetons, les cordes et ainsi de suite. Et non, c'est chouette de voir qu'une entreprise comme ça ait pu rester au cœur de la vallée, au cœur des montagnes, et que pareil, au cœur du métier, quoi. Donc je trouve ça vachement bien. Allez Aurélien Ducrot, on va rester aux Ouches et puis on va découvrir un établissement, un nouvel hôtel du côté des Ouches avec Claire. Effectivement, un hôtel, je crois qu'Aurélien, que vous connaissez bien, vous comprendrez à l'intérieur de ce reportage, puisqu'il y a votre frère qui travaille au service restauration. C'est ça. En tout cas, le Rocky Pub, c'est avant tout un hôtel esprit auberge espagnol,
La capacité des chambres est assez impressionnante, ça va de 1 à 12 personnes. Par exemple, 12 personnes dans une chambre. Sébastien, si vous allez en famille, ça sera le tarif de 25 € par personne. Chloé, si vous allez en couple, et ben là, ça sera 30 €. Et puis Greg, alors là, si vous allez avec un groupe d'amis de 12 personnes, tarif avantageux, 10 €. Voilà, visite de ce lieu assez atypique avec Mélissa Berthaud. Alors le concept, c'est l'idée de Romain Trollet, donc la personne qui a pensé le Rocky Pop. Le souhait, c'était d'apporter une hôtellerie différente, un peu décalée à la vallée de Chamonix, et surtout un hôtel qui n'existait pas. C'est un hôtel très coloré, très punchy, même le nom est original, Rocky Pop, référence à Rocky Balboa, c'est les années 80, il y a plein de références vintage dans la déco, et l'idée, c'était de se dire, on va faire un hôtel ludique, où le bonheur d'être ensemble pourrait être un petit peu la signature. Le Rocky Pop a 3 types de chambres. On a ce qu'on appelle les Rocky Duo pour 1 ou 2 personnes. On va avoir les Rocky Mezzanine. Alors on va aller voir une chambre Rocky Mezzanine qui peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes. C'est vraiment les chambres qui collent parfaitement aux familles. Elles ont un look sympa, un peu esprit cabane. Et puis après, on a 2 chambres très atypiques. On a 2 penthouses un petit peu XXL, ils font 90 mètres carrés chacun. C'est pop et corne. Et là, vous allez pouvoir venir à 12. Alors soit c'est des familles, 2 familles qui veulent voyager ensemble, des familles recomposées, des bandes de copains. Mais dans l'idée, vous avez vraiment votre espace pour 12 personnes, avec un salon, avec une boule à facettes, avec une décoration un petit peu pareil, un peu peps aussi. Et voilà, donc 148 chambres au total. Sur la partie restauration, au Rocky Pop, on est déjà sur 3 types de cuisine. C'est ce qui va changer principalement. C'est que vous aurez une cuisine bistrot, avec une carte vraiment bistrot, d'entrée, de plat, de dessert. Et les 2 food trucks que vous voyez ici, donc le food truck burger et le food truck également pizza. Au Rocky Pop, les gens peuvent penser qu'il y a plusieurs restaurants. Mais en fait, c'est tout un seul et même restaurant. Vous avez ici la partie qu'on appelle le réfectoire, donc sur des grandes tables en bois où les gens, on peut être assis à côté de quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément à la base. Et voilà, c'est le côté un petit peu familial, un petit peu auberge qu'on a recherché, donc sur ces grandes tables où on est assis les uns à côté des autres. Et donc ici, vous avez la banquise, donc qui va être notre salle toute vitrée, qui permet quand même d'avoir la vue sur les montagnes, etc. Et c'est un espace qui est un peu plus calme, un peu plus zen. Rocky Pop, il y a plein de choses à faire et en fonction de son âge et de ses envies, on va avoir différents petits plaisirs. Les petits vont effectivement s'amuser, faire du toboggan. On va avoir des tables de ping-pong, on a le baby-foot, il y a des jeux de fléchettes. Ceux qui sont un petit peu plus grands, on a aussi des jeux d'arcade. Ou pour les adultes un peu nostalgiques, vous pouvez retrouver tous vos jeux favoris des années 80-90. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est un vrai plaisir adulte, et là pour tous les âges, le bar à cocktail. On a vraiment un bar très sympa, avec une carte créative, des classiques aussi. Mais du coup, chacun peut trouver, son petit bonheur. La pétanque, c'est vrai que c'est plutôt les générations peut-être d'un certain âge qui jouent. Et oui, au Rocky Pop, il y a aussi des plus anciens qui viennent parce que c'est juste un hôtel où on a plaisir à venir entre amis et pourquoi pas avec ses petits-enfants aussi. Donc c'est un lieu transgénérationnel pour tout le monde qui a envie de vivre quelque chose de différent et une expérience de partage. Alors, vous l'avez vu, terrain de pétanque. Et pour ceux qui se disent, moi, c'est le ski pour l'hiver, eh bien, un service de navette est forcément disponible depuis l'entrée de l'hôtel. Bon, puis on a reconnu le frère d'Aurélien Ducrot, Quentin, on l'a vu dans le sujet, moi, qui bosse dans le Rocky Pop. Comment ? Je suis convaincu, j'y vais. Convaincu ? D'accord, très bien. Allez, l'été, c'est aussi la saison des travaux en altitude. On va reprendre un peu d'altitude, on va retourner en montagne. Et quand il faut réparer les traces des grosses tempêtes hivernales, eh bien, cela peut prendre du temps, peut-être tout l'été. Entre l'Aiguille du Midi en France et la Pointe-et-le-Brenner en Italie, il y a une télécabine panoramique Mont-Blanc. Eh bien, cette télécabine a été abîmée par la tempête cet hiver. Les travaux de reconstruction sont en cours. Reportage. En janvier, début janvier, il y a eu une tempête dite Éléonore, qui a soufflé fort en bas de vallée, mais en catégorie ouragan à partir de 2500-3000 mètres d'altitude. Et en fait, c'était vers le 6-7 janvier, sur 3 jours, ce qui nous a conduit à fermer tous les domaines skiables en bas de vallée. Et mi-janvier, on s'est rendu sur site, côté italien, panoramique, et on a découvert un câble qui pendait, chose qu'on n'a jamais vue. On s'est rendu compte en fait que le câble porteur de la remontée mécanique avait été scindé en deux. Donc là, stupéfaction.
Puis on a évacué les cabines qui étaient sur le glacier parce qu'il en restait quelques-unes. Et puis on a commencé à lancer des investigations pour comprendre ce qui s'était passé. Parce qu'un câble, ça ne rompt pas comme ça. Normalement, ce n'est pas possible. Donc depuis le début du printemps, on a acheminé un treuil avec un gros hélicoptère Kamof, parce que c'est le seul appareil qui est capable de lever un treuil de 3 tonnes à cette altitude. On a déposé un trône au Rognon. Le Rognon, c'est la gare intermédiaire entre la France et l'Italie. Et là, on essaye de tirer ce câble qui reste dans le glacier, qui est pris dans le glacier, pour essayer de l'évacuer. On en a évacué une première partie. Il y a environ 2,6 km de câbles qui restent, qui pendent. On a tiré 400 mètres. Là, maintenant, le reste, on n'y arrive plus. Il est vraiment scellé. Donc, on va le couper et puis faire une tentative à la fin de l'été, quand le glacier aura fondu. Donc, ce que l'on va faire, c'est poser des mâts depuis le bas de Courmayeur jusqu'à la partie Albronner, sur lequel vont reposer un corps de ligne qui va tirer avec un hélicoptère. On va tirer ce corps de ligne jusqu'au treuil. Le treuil va ensuite rembobiner ce corps de ligne qui va ensuite conduire à acheminer le câble final. Parce qu'on ne peut pas tirer le câble comme ça d'un coup. Il faut démultiplier les efforts. Donc c'est l'opération qui est en cours d'être entreprise et qui va ensuite se terminer avec la repose du câble porteur, les tests qui suivent derrière sur la télécabine, et ça nous conduira à fin septembre de cette année. Et du coup, on vous a vu très attentif en regardant ces images, notamment de Bertrand Delapierre. C'est un gros chantier en altitude, vous connaissez bien le site? Oui, c'est un gros chantier. Ça a été un hiver très rude. On a eu 2 très grosses tempêtes, dont cette tempête Éléonore, et voilà, qui a fait vraiment des dégâts. Et c'est assez incroyable de voir la puissance aussi des éléments. Enfin, c'est toujours assez dingue. Et quand tu te dis comment le vent peut sectionner un câble, comment une tempête peut aller couper ça. Enfin, je trouve ça bluffant, quoi. Donc, ouais, c'est impressionnant. Aurélien Ducrot, merci. Avec plaisir. C'était la 149e émission. Ouais, fait la première, l'avant-dernière. Voilà, première et avant-dernière. La dernière, c'est une petite surprise pour demain, vous verrez. En tout cas, un grand merci Aurélien Ducrot d'être revenu nous voir sur le plateau. Évidemment, l'émission est à revoir en replay sur le www.montblanclive.com. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, évidemment, Facebook, Twitter, Instagram. Très très bonne fin de journée sur MB Live.